Faraday Future, on reparle de cette marque qui n'a pas fait faillite encore, hein, mais qui est toujours financée par je ne sais quel fou furieux qui croit encore en cette marque. Un nouvel apport de 30 millions de dollars vient renflouer les caisses de Faraday Future, mais la cage reste fragile et le doute persiste. Ils viennent d'annoncer avoir obtenu un financement de 30 millions de dollars réunissant des investisseurs du Moyen-Orient, États-Unis et Asie, parmi eux Sheikh Abdullah Al-Qassimi des Émirats Arabes Unis. Il se distingue comme un partenaire clé. Cette somme se compose de 7,5 millions d'investissements déjà engagés et de 22,5 millions de nouveaux apports. Il y a des obligations convertibles et des bons de souscription, donc une part importante d'argent encore virtuelle. Le financement s'inscrit dans la stratégie Global Automotive Industry Bridge de Faraday Future, visant à exploiter l'intelligence artificielle des logiciels pour élargir sa portée commerciale. En avril dernier, l'entreprise avait déjà posé un jalon important en créant une entité commerciale à Dubaï, soulignant son ambition de conquérir le troisième pôle, complémentaire au marché américain et chinois. Cette approche repose sur un équilibre entre la production de véhicules haut de gamme, tels que la FF91 2.0, et le développement d'une offre plus accessible. Ces annonces ne dissipent en aucun cas les doutes qui entourent la marque. Depuis sa fondation il y a 10 ans, même plus du coup maintenant, on est bientôt en 2025, Faraday Future a enchaîné les promesses ambitieuses et les revers financiers. L'entreprise qui vise à rivaliser avec Tesla a connu des retards chroniques, des tensions internes et plusieurs restructurations. La stratégie initiale de produire des éléments de luxe ultra connectés a été freinée par manque de liquidité. Des investissements trop éclatés. Bon, je vois pas comment... en fait, c'est super fusion, hein, vraiment, mais... Il y a des fous... Mais au lieu de balancer votre argent dans Faraday Future, investissez plutôt dans Rivian, ou je sais pas. Ou même Lucid Motors, à la limite, qui semble un peu mieux que Faraday Future. C'est une coquille vide, Faraday Future, pour moi. Quel est votre avis sur cette marque? Le Toyota BZ4X pourrait changer d'appellation, apparemment de nom. Bizarre, bon. Cette dénomination signifie Beyond Zero, le 4 représente sa taille et le X fait référence au fait qu'il s'agit d'un SUV. Alors c'est le patron de Toyota Canada qui rapporte ça, en effet lors d'un récent entretien avec des journalistes de la presse automobile. Patrick Ryan a révélé que le SUV allait être baptisé, il n'a pas précisé quand, il n'a pas donné de plus d'indices quant à sa prochaine dénomination. En réalité ce changement n'aura probablement pas lieu dans le courant de l'année 2025 étant donné qu'une mise à jour du modèle portant le même nom a récemment été présentée, mais c'est tout à fait probable que ça se fasse en 2026. À l'ère de l'électrique, les constructeurs aiment des noms courts avec des chiffres, ID3, Volkswagen, ID4, NIO, ET7, ET5, Mercedes EQA, EQB, Kia EV3, EV6, etc. Bah moi, perso, je préfère un vrai nom. Alors, au bout d'un moment, c'est sûr qu'on aura fait le tour des vrais noms. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué d'être créatif au niveau de la dénomination des véhicules, mais bon, ça, c'est leur boulot, après, à eux de voir, hein. À eux de trouver des noms un peu originaux pour se démarquer du reste des modèles déjà existants. Après, c'est sûr que ça sera pas simple, mais bon. J'attends de voir ce qu'ils vont proposer comme nom pour le BZ4X. Avec ce beau plastique apparent là, ça fait pas très qualitatif, hein, je trouve quand même. Pour certains, c'est qu'un détail, mais moi, ça me choque un peu quand même. Allez, ciao. Y aura-t-il une pénurie de matériaux pour construire les voitures électriques d'ici 2030? Les matériaux critiques, ils appellent ça. On part sur 28 millions de voitures électriques d'ici fin 2030. Bon, honnêtement, je sais pas si ce sera vraiment atteint ce chiffre-là. Ça me paraît un peu beaucoup. Dans un récent rapport, les experts de McKinsey estiment que cette transition pourrait avoir des conséquences graves sur la chaîne d'approvisionnement des batteries d'ici 2030 et même créer des tensions géopolitiques. L'offre est et restera concentrée dans quelques pays naturellement dotés, notamment l'Indonésie pour le nickel, l'Argentine, Bolivie, Chili pour le lithium et la République démocratique du Congo pour le cobalt. Cette configuration de la chaîne de valeur pose des problèmes supplémentaires pour des régions telles que l'Union européenne et les États-Unis, qui ont tous deux une importante demande de matériaux importés et dépendent souvent fortement des sources d'un seul pays. Par exemple, l'Union européenne importe 68% de son cobalt de la République démocratique du Congo, 24% de son nickel du Canada et 79% de son lithium raffiné du Chili. Si les packs LFP permettent de réduire la dépendance à l'égard de certains matériaux comme le cobalt et le nickel, leur fabrication nécessite du lithium et du graphite. Pas de quoi éliminer totalement les déséquilibres. Pour éviter les tensions annoncées par les auteurs du rapport, les industriels doivent miser sur le recyclage, travailler en boucle fermée, dans un modèle économique circulaire, en réutilisant les matériaux des batteries usagées, pourrait permettre de réduire les extractions. Certains constructeurs y travaillent déjà. Ouais, alors le recyclage, pour l'instant, il n'y a pas vraiment assez de batteries en circulation pour que ce soit vraiment efficace et pour remettre ça dans l'économie circulaire, comme ils appellent ça. Il va falloir attendre un peu, je pense, quand même. Mais oui, à terme, ce sera l'idée. Hein, de toute façon, plus il y aura de batteries en circulation, plus elles seront âgées, plus elles seront mises entre guillemets, en recyclage, et puis elles pourront être utilisées pour construire des neuves, etc., etc. Chose qu'on ne peut pas faire avec le pétrole, encore une fois. Un avantage de l'électrique. À voir. Donc, ce que ça donnera, bon, comme ils disent, là, les 28 millions d'ici 2030, je pense que ce sera plus autour des 20 millions, ce qui serait déjà pas mal. Mais 28, ça me paraît beaucoup, vu que la demande fait que freiner un petit peu, là.
Hormis en Chine où ça explose encore, mais bon, on verra. Peut-être que je me trompe après. Ciao. Alors après BYD qui est dans la sauce, c'est VinFast qui aurait fait des coups bas à ses employés. Un lanceur d'alerte a laissé entendre que VinFast aurait forcé ses employés à faire des heures supplémentaires. Leurs supérieurs auraient annulé les vacances de ceux-ci et les auraient enfermés à l'usine. Ah bah c'est sympa. Encore une marque respectable. Hazard Denley, c'est son nom. C'est un lanceur d'alerte, il a perdu son emploi après avoir posté des messages sur les réseaux sociaux. Ceci expliquait au grand public que les voitures VinFast ne sont pas bonnes en matière de sécurité. Selon lui, le développement des pièces ne se fait pas comme il faut, puisque VinFast se précipite pour fabriquer les composants de ses voitures. Il explique que la sécurité des voitures n'est pas au niveau, ce qui devrait être le sien. Il a même expliqué qu'il ne laisserait aucunement ses proches rouler dans un véhicule de la marque. Mais Denley ne s'est pas arrêté là et a révélé que VinFast a des pratiques pour le moins inquiétantes. En effet, il a révélé que l'entreprise vietnamienne enfermait ses employés pour qu'ils fassent des heures sup. C'est dans le journal The Times que Denley a révélé ça, et le journal a aussi eu un autre témoignage de deuxième personne qui s'exprimait corrobore tous les dires du lanceur d'alerte initial. VinFast a fait travailler des employés de Tata Technologies Limited, la branche anglaise de Tata Group. Denley a fait donc partie des employés détachés à la fabrication des pièces pour VinFast. C'est là qu'il dit avoir assisté à ces pratiques inquiétantes de la part de VinFast. Et un document interne que cite le Times semble admettre ouvertement que les employés ont subi ça. VinFast aurait fermé l'usine lors de la pandémie du Covid et les employés qui s'y trouvaient ont été enfermés également. Parmi ces personnes se trouvait un très bon ami de Hazard, Denley, qui a révélé ça. D'autres pratiques ont fait surface comme celle obligeant les employés en congé à revenir à l'usine. Certains étaient en route pour l'aéroport quand VinFast les a contraints à revenir pour travailler. C'est la nature et la culture. Denley a par la suite démissionné de chez VinFast pour rejoindre Jaguar Land Rover. Mais les liens avec TTL ont permis à cette dernière de contacter le directeur de JLR pour faire virer Denley. Oh la vache, ils ont le bras long, hein, dis donc, Tata Technologies Limited, là. Bon, voilà, je sais pas si c'est vrai, après ça m'étonnerait pas, vraiment, parce qu'ils ont déjà des problèmes de fiabilité avec leur voiture. L'autonomie dérisoire, vu la batterie embarquée, une mauvaise efficience. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit en plus dangereuse. Bon, affaire à suivre, hein, du coup. Ciao. Alors, Dodge Charger, elle va arriver en Europe en 2025. Donc les ventes pourraient débuter à la fin. Alors fin 2025, attention, ce ne sera pas à l'été ou en début d'année, ce sera plutôt à la fin. Deuxième semestre 2025. Le modèle de base est équipé de deux moteurs électriques produisant 456 chevaux et 147 Nm, alimentés d'une grosse batterie de 100 kWh. Le prix, $60 000. Pour les amateurs de sensations fortes, il y a aussi le Scat Pack, une version plus puissante qui culmine à 630 chevaux. Il sera proposé à 73 000 $. Les ingénieurs ont mis au point un système capable de reproduire artificiellement le célèbre bruit du V8. Les premiers modèles arriveront sur les routes américaines début 2025. Les concessionnaires font pression pour que la marque accélère les choses. Mais avec le départ de Carlos Tavares, le calendrier pourrait encore changer. Enfin, une voiture de Stellantis qui fait un peu rêver, quoi. Parce que bon, jusqu'à présent, c'était pas la folie. Hein. Alors maintenant, reste à voir le prix en Europe. Est-ce que ça sera converti en $1 égale 1 euro? C'est-à-dire 59 000 $ pour la version la moins élevée, 59 000 € du coup, pour la version moins élevée et 73 000 € pour la version la plus élevée. À mon avis, ça sera un peu plus que ça. Je parierais plus sur 65 et 80, quoi, un truc comme ça. Voire peut-être un peu plus. Bon, je pense qu'ils seront quand même moins chers que le modèle S-Plaid, ça c'est sûr et certain, en Europe. Maintenant, à voir comment ils vont positionner le modèle. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous attendez cette voiture?